Et bien, bienvenue à tous aujourd'hui pour cette nouvelle présentation du lundi soir qui devient une habitude. Aujourd'hui, c'est Mamadou qui travaille avec nous sur l'agence de Bordeaux qui nous propose une présentation sur le thème de CMMI. Voilà, comme d'habitude maintenant, mais pour ceux qui nous auraient rejoints pour la première fois, je vous rappelle, n'hésitez pas à utiliser le chat, la commande textuelle pour poser vos questions, pour interagir, pour débattre entre vous pendant la présentation. Moi, je vais essayer de transmettre un maximum de questions à Mamadou. On essaiera de les traiter au fur et à mesure, si possible, si on a le temps. Et sinon, on garde pour la fin de la présentation, si certains veulent rester pour échanger. Ce sera avec grand plaisir. Encore une fois, bienvenue à tous. Et puis, Mamadou, je te laisse la parole pour démarrer. Superbe. Écoutez, bonjour à tous et bienvenue sur cette présentation CMMI. Donc, en quelques mots, donc je suis Mamadou Djemé. Je rejoins l'aventure Proxiad en février de cette année. Donc, je rejoins l'aventure Proxiad donc à l'agence de Bordeaux en tant que chef de projet. Juste quelques mots vraiment très rapides sur mon profil. En fait, j'ai plus d'une quinzaine d'années d'expérience autour des problématiques de gestion de projet où on m'a vu confier des projets tout petits. On n'était pas plus de 3 personnes à des projets très, très gros où j'ai eu en responsabilité, par exemple, des programmes internationaux et pluriannuels. Avant de me focuser pleinement sur la gestion de projet, justement, j'étais consultant en organisation et typiquement, j'accompagnais au déploiement d'amélioration de processus, notamment, entre autres, par le biais du modèle CMMI que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui, donc en 1 heure. Pour ce faire, donc, on va faire une petite mise en route à l'intérieur de laquelle on va parcourir ensemble quelques définitions qui vont nous permettre de poser les concepts des processus, d'un processus mature, d'une amélioration de processus. Ensuite, dans la vue d'ensemble du modèle, on va se focuser un petit peu sur quelles sont les origines du modèle, quel est le lien entre le modèle CMMI et d'autres modèles que vous connaissez peut-être un peu mieux, typiquement l'Agile, Lean qu'on a vu il y a 2 semaines, ITIL et autres. Et enfin, quels sont les apports du modèle. Ensuite, on va prendre un peu plus de temps pour rentrer vraiment dans le cœur du modèle, comment il est constitué, qu'est-ce qu'on appelle la maturité des processus, qu'est-ce qu'on appelle des niveaux de maturité. On va rentrer vraiment dans le cœur du modèle et le décortiquer niveau par niveau. Enfin, on verra dans une partie 4 comment on le déploie au sein d'une organisation et par voie de conséquence, comment on se fait évaluer, si on souhaite être évalué d'un certain niveau de maturité CMMI. Et bien entendu, donc j'ai laissé effectivement un pan de temps pour les questions, mais bien entendu, si vous souhaitez poser des questions avant, vous êtes bien entendu les bienvenus au travers du chat, comme l'a indiqué Vincent. Donc, démarrons. Le CMMI, qu'est-ce que c'est? D'abord, petite définition, les processus. Alors, un processus, de manière très simple, c'est un ensemble d'activités organisées en vue d'atteindre un objectif fixé. C'est une combinaison de ressources humaines, matérielles et informationnelles. Si je reprends un exemple qui va vous parler très rapidement, on prend le cycle en V. Typiquement, c'est la définition d'un processus. Vous avez en entrée des besoins, en sortie un produit fini qui peut être un module de code, qui peut être aussi un service. Et entre l'entrée et la sortie, plusieurs séries d'étapes intermédiaires organisées qui permettent au fur et à mesure de construire le produit qui va correspondre aux besoins qui a été identifié en input. C'est exactement ça la définition d'un processus. La procédure, c'est le document qui va décrire le processus, qui va décrire comment le processus doit s'exécuter. Typiquement, la procédure va décrire qui fait quoi, quand. Un exemple de procédure que les chefs de projet ont l'habitude de manier, typiquement, ça peut être un plan de projet. Dans un plan de projet, on va décrire comment va se dérouler le projet, qui va intervenir dans le projet et à quel moment. Et enfin, le produit ou le service, c'est tout simplement le résultat de l'exécution du processus. C'est ce qui est en sortie du processus. Alors, une fois qu'on a la définition du processus, pourquoi, en fait, dans les organisations, vous pouvez remplacer le mot organisation par entreprise, si c'est plus parlant, ou par service. Donc, dans les organisations, les entreprises, les services, très souvent, lorsqu'on veut améliorer la performance d'un processus ou la performance d'un projet,
On a deux leviers assez fréquemment utilisés qui sont soit les équipes, soit le matériel et le logiciel. Alors, les équipes, il y a par exemple pas plusieurs manières différentes d'améliorer la performance des équipes. C'est soit les faire travailler plus longtemps, soit les former. Alors, très rapidement, on se rend compte que si on a certaines règles réglementaires, ne serait-ce que le droit du travail, qu'on est tenu de respecter, et imaginons qu'on voudrait passer outre ces problématiques réglementaires, de toutes les manières, on va vite avoir droit à des problématiques sociales, puisqu'on aura soit les syndicats sur le dos, soit on aura des salariés qui seront à juste titre pas contents. De même, on peut aussi dire, tiens, je vais avoir une approche plus intelligente et je vais former mes ressources pour m'assurer qu'elles soient opérationnelles, qu'elles soient meilleures. Ça aussi, on va vite se limiter à des problématiques très rapidement budgétaires, parce qu'on ne peut pas former les gens à l'infini, ça a quand même un certain budget, et des ressources capacitaires. Si je prends mon exemple personnel, aujourd'hui, si vous pouvez me former pendant 3 mois à la médecine, vous ne ferez pas de moi un médecin. Donc, chaque personne, chaque ressource humaine est limitée par ses propres capacités d'apprentissage. De même, sur les ressources matérielles et logicielles, imaginons donc notre fameux cycle en V, ce qu'on voit de plus rapidement, enfin le plus souvent mis en œuvre, c'est par exemple sur l'étape de tests et recettes, par exemple, des modules, des outils logiciels qui vont permettre d'automatiser les tests. Effectivement, ça fait gagner un temps précieux, ou des modules qui vont aussi générer du code de manière automatique et ça fait effectivement gagner un temps précieux. Ceci dit, pareil, sur leurs ressources matérielles et logicielles, on va vite être limité par les mêmes problématiques qui sont budgétaires. On ne peut pas acheter des logiciels à tout va et du matériel à tout va. Et également social, parce qu'à chaque fois qu'on met en place un logiciel, il ne faut pas oublier que derrière, il y a des humains qui travaillent, que par voie de conséquence, ça modifie le fonctionnement et le mode de fonctionnement des utilisateurs et ça nécessite un temps de réadaptation qui n'est pas négligeable. Donc, on se rend compte très rapidement que la seule approche qui est la combinaison et de manière intelligente d'améliorer un petit peu la capacité des ressources, petit peu la capacité logicielle et matérielle et revoir les process méthodologiques, c'est finalement cette approche processus qui fait le combiné donc des ressources humaines, des ressources matérielles et des ressources méthodologiques. Et donc l'idée, typiquement, de plein de modèles qui se sont planchés dessus dans le CMMI, dans l'agilité, dans typiquement la boucle de Deming, Plan, Do, Check, Act, sont des approches qui se sont dit, on va essayer de mettre de manière dosée et intelligente, d'améliorer la capacité des intervenants qui, justement, participent à mon processus, en l'occurrence des intervenants humains, des intervenants matériels ou des aspects méthodologiques. Alors, une fois qu'on s'intéresse à la majorité une fois qu'on s'intéresse à l'approche processus, l'idée c'est de dire, on fait une approche processus, d'accord, c'est pour améliorer des process, mais pourquoi? Et surtout, comment? Alors, la première étape, c'est d'abord de savoir, avant de parler d'approche processus, qu'est-ce qu'un processus mature? De manière très simple, un processus mature, donc c'est un processus qui est donc déployé, donc qui s'exécute. Reprenez en mémoire le cycle en V d'un projet, par exemple, qui est documenté avec une procédure. Si je reprends mon exemple, le plan de projet, qui va décrire dans mon projet comment on va travailler, qui est géré, ça veut dire qu'il va y avoir des acteurs derrière projet qui seront identifiés, qui seront quel est leur rôle, le chef de projet qui a un certain rôle à jouer, des maîtrises d'ouvrage qui a un certain rôle à jouer, une maîtrise d'œuvre qui a un certain rôle à jouer, des experts techniques et autres, la direction, le top management, ainsi de suite. Ce sont des processus qui sont mesurés et contrôlés. Alors là, l'idée, effectivement, c'est de ne pas, lorsqu'on exécute un processus, de ne pas partir et de ne pas faire avancer les choses un peu n'importe comment, mais d'essayer de cadencer notre processus et par rapport à ça, mettre en place des indicateurs de mesure qui nous permettent de nous assurer qu'on est toujours dans les clous de ces indicateurs très simples, respect du budget, respect des délais. Et enfin, une fois qu'on a décrit notre processus, qu'il est déployé, qu'on met en place des process qui nous permettent de contrôler cette exécution, on va essayer tout simplement d'améliorer le processus. Et donc, l'approche processus, c'est tout simplement ce que j'essaie de mettre en image, c'est de partir de quelque chose qui est un peu flou, mais qui fonctionne quand même, on arrive à voir à peu près ce que c'est, à une image qui est assez claire et nette
sur lesquels on sait clairement où sont les rôles, qui a sa place, qui doit faire quoi, quand et comment. Donc, c'est vraiment apporter de la lumière, apporter de la clarification à la manière dont on va travailler ensemble. Alors, maintenant qu'on est assez clair sur qu'est-ce qu'un processus mature et pourquoi l'approche processus, je vous propose de rentrer dans le modèle CMMI. Alors, CMMI, c'est pour Capability, Maturity, Model, Integration. C'est tout simplement quoi en français? Donc, un modèle de maturité des processus. Ça permet quoi? Ça permet en fait à une entreprise qui le met en œuvre de pouvoir essayer d'améliorer la performance de ces processus pour soit produire plus vite, soit produire moins cher, soit produire de meilleure qualité. Et pour faire ça, tout simplement, le CMMI, on le verra par la suite, c'est qu'ils n'ont pas inventé les choses, ils sont repartis de l'existant. Donc, c'est un recueil des meilleures pratiques qui ont été éprouvées au sein des entreprises pendant des années et des années. On le verra un peu dans la partie historique, dans la partie chronologique, et qui ont permis comme ça de constituer des référentiels de pratiques sur la gestion de projet, sur l'ingénierie d'un produit, sur la partie maintenance et autres, sur la partie test et recettes. Et donc, ce référentiel de bonne pratique nous assure que si on les met en œuvre de manière organisée et conformément à ce que demande le modèle CMMI, nos processus vont s'améliorer. Alors, par contre, un petit aparté, c'est vrai qu'on est très focus sur l'informatique, on est une société d'ingénierie informatique. Il faut savoir que le CMMI ne s'adresse pas qu'à l'informatique. Finalement, il s'adresse à l'ensemble des processus qui sont répétables. Typiquement, vous prenez une chaîne de production, quelle qu'elle soit, une production de boulons, une production de voitures, typiquement, le CMMI peut s'appliquer. Encore une fois, à droite, je vous ai mis le schéma d'un cycle en V, juste pour vous rappeler que l'idée, c'est bien d'appliquer donc tout un ensemble de pratiques qu'on verra par ailleurs à un process existant d'entreprise. J'ai choisi le plus simple qui était le cycle en V, qui généralement tout le monde connaît. J'aurais pu choisir effectivement aussi la boucle d'itération agile, par exemple, ou autre. Mamadou, je t'interromps juste une seconde. Il y a quelqu'un qui nous pose une question qui demande si comment sait-on que son processus est mature? Est-ce que tu vas l'aborder après ou est-ce que… Alors, je vais l'aborder après, mais je vais quand même répondre en 2 minutes à la question. En fait, on le verra après que le modèle CMMI en fait, est composé de ce qu'on appelle des niveaux de maturité. Donc, je reviens quand même sur la définition. Un processus mature, c'est un processus qui correspond à l'ensemble de ces éléments-là. Typiquement, si je suis dans une entreprise qui, typiquement dans mon projet, je suis un nouvel arrivant sur le projet et que je demande, tiens, comment je dois travailler dans le projet, et puis on me répond, va chercher dans tel répertoire le plan de projet, sauf que le plan de projet que je vais chercher, il n'est pas à jour. Je n'ai pas la dernière version, les acteurs projets ne sont pas forcément les mêmes. On m'a parlé dans un plan de projet d'une comitologie, c'est-à-dire d'un rythme régulier à laquelle je vais faire des comités de projet, des comités de direction. Et je me rends compte que dans le projet, ça ne s'exécute pas de la même manière. Typiquement, j'ai un processus qui n'est pas mature. Mais pour en revenir sur le modèle, effectivement, ce qui va se passer, c'est qu'on a donc 5 niveaux de maturité que je vais prendre le temps de détailler tout à l'heure et qui nous permettent justement de benchmarker, en tout cas de comparer notre processus, notre manière de gérer notre projet, par exemple, si c'est ce qu'on veut comparer, aux recommandations du modèle. On va pouvoir identifier des écarts et en fonction de la taille de ces écarts, on va pouvoir dire si notre processus est plus ou moins mature. Donc, quelles sont les origines du modèle CMMI? En fait, c'est un modèle qui est assez vieux, puisqu'il a démarré dans les années 80. Et il est parti du département de la défense américaine qui, en fait, travaillait avec plusieurs fournisseurs différents et avait un manque de visibilité classique sur quand est-ce qu'ils se feront livrer ce qu'ils ont commandé. Donc, ils se sont dit, tiens, on va créer un organisme qui va être focus sur l'évaluation des processus de mes fournisseurs et je vais obliger, moi, mes fournisseurs à évaluer leurs processus et je travaillerai qu'avec ceux qui ont un certain niveau de maturité. Typiquement, par ce biais-là, ils ont créé donc, le Software Engineering Institute, qui est l'organisme qui a planché sur comment mettre en place un modèle de maturité pour évaluer justement la performance des processus des fournisseurs du département de la défense américaine. Donc, ils ont planché pendant plusieurs années pour recueillir l'ensemble des pratiques des entreprises et s'assurer qu'elles étaient éprouvées. Et donc, en 91, ils ont sorti une première version exclusivement dédiée au développement logiciel. Sauf que ça a super bien marché et que les entreprises à côté, les industries à côté ont dit, on veut le même pour la production de systèmes,
pour l'acquisition de logiciels et pour la gestion du personnel. Donc, pendant des années, comme ça, une décennie, il y a 4 modèles CMM qui ont vécu en parallèle. Vous imaginez toute la problématique pour mettre à jour tout ça et pour maintenir tout ça assez cohérent par le Software Engineering Institute. Et donc, en 2000, ils ont mené des travaux pour harmoniser tous ces ensembles de modèles CMM en un seul qu'on appelle le CMMI pour Integration. Ainsi que, et ça répond encore un peu à la question de comment je sais que mon processus est mature, sa méthode d'évaluation, on le verra plus tard en fin de formation. Une fois qu'on sait comment mettre en œuvre le modèle CMMI, on peut aussi se faire évaluer par une méthode d'évaluation officielle qui nous permet d'identifier un certain niveau de maturité de nos processus. Et enfin, le modèle CMMI n'échappe pas à la règle. C'est bien beau de dire aux autres qu'il faut s'améliorer. Le modèle, c'est de s'améliorer lui-même. Donc, les acteurs qui s'occupent justement de mettre à jour le modèle CMMI, en fait, ont sorti plusieurs versions successives. Et aujourd'hui, donc depuis 2018, c'est la version V2.0 qui s'exécute avec toujours sa méthode d'évaluation qui, elle aussi, a été améliorée. Alors, le CMMI, qu'est-ce qu'il essaie d'apporter? Il essaie, comme l'ensemble des modèles de maturité, j'allais dire, ou l'ensemble en tout cas des modèles qui essaient de s'intéresser à l'amélioration des processus, d'améliorer la qualité des livrables, d'améliorer la qualité des produits, essayer de s'assurer qu'on produit pour moins cher, essayer de s'assurer qu'on produit pour des délais optimisés, essayer de mettre en place une démarche qui permette de maîtriser la maturité des processus, et enfin, comparer sa performance avec celle des autres. Typiquement, je suis une organisation A, je mets en place donc, du CMMI. Je vais pouvoir me comparer avec une organisme B qui a mis en place aussi le modèle CMMI pour améliorer ses propres processus. Donc, rapidement, le lien entre CMMI et les autres modèles, là, je ne vais pas m'éterniser. L'idée, c'est juste que vous retenez le message clé derrière, qui est de dire l'ensemble de ces modèles de maturité qui ont été construits, l'ensemble de ces méthodologies, si je peux l'appeler ainsi, ont pour but finalement d'améliorer la manière dont on va travailler. Et donc, par voie de conséquence, il n'y en a aucun qui est antinomique avec l'autre. Ils sont généralement tous ils correspondent tous un peu les uns aux autres. Ils sont tous complémentaires. Je cherchais mes mots. Typiquement, si je compare rapidement avec l'Agile Scrum, CMMI, en fait, va certifier la maturité d'une organisation, tandis que l'Agile Scrum va certifier la maturité d'une personne. Ce sont les acteurs qui sont certifiés, Scrum, Master, Product Owner et autres. Typiquement, le CMMI, il va décrire qui fait quoi et quand, tandis que le Scrum Master va décrire aussi le comment. Donc, il va aller peut-être un peu plus loin. Typiquement, dans le CMMI, on ne va pas vous dire que pour planifier vos projets, il va falloir que vous mettiez en place des itérations ou qu'en amont de vos itérations, vous fassiez du poker planning, ce genre de choses. On va s'arrêter juste à des objectifs et des pratiques à mettre en place sans expliquer comment vous allez le mettre en œuvre, pour laisser la part libre aux entreprises justement à adapter le modèle à leur propre contexte. ITIL-V4, de manière très rapide, CMMI, en fait, vulgairement, si je découpe un système d'information en deux, en disant que CMMI est focusé sur la vie des projets, ITIL est focusé sur la vie de la prod. Tout ce qui est système en production, ITIL va se dire, tiens, on va transformer tous nos systèmes de production en services et donc offrir des services à mes clients. CMMI, lui, va s'intéresser à ses produits et ses services avant qu'ils soient en production. Le Lean, je ne vais pas m'y étendre puisqu'on en a parlé il y a 2 semaines avec une super présentation de Laurent Louchet. Et donc, c'est également un référentiel de bonne pratique. Et enfin, Prince2, on peut dire que c'est un sous-ensemble finalement de CMMI, puisque Prince2 va se focuser sur la bonne pratique de gestion de projet, qui sont finalement ce groupement de sous-pratiques de gestion de projet, un sous-ensemble de l'ensemble des pratiques CMMI. Et encore une fois, Prince2, comme Scrum, va certifier des acteurs projet. Là aussi, CMMI va certifier une organisation. Alors, maintenant, on va rentrer, si vous n'avez pas de questions, sinon vous n'hésitez pas, on va rentrer sur le détail du modèle CMMI. Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, le CMMI, en fait, c'est 5 niveaux de maturité. Ces niveaux, quels sont-ils? On a d'abord le niveau 1, c'est le niveau dit initial, c'est le niveau où des processus existent, les projets existent, les projets tournent, ils produisent des choses, mais avec des processus qui ne sont pas ou peu maîtrisés,
avec des processus qui sont mais pas forcément super documentés, ou finalement, on le verra un peu plus tard, la performance et la réussite du projet va dépendre très fortement de l'implication des acteurs qui composent le projet. Au niveau 2, justement, on va essayer de se discipliner les projets. On va essayer de dire, tiens, lorsque j'exécute mon projet, déjà, je vais essayer de mettre en place une méthodologie. Est-ce que je vais partir sur un cycle en V classique? Est-ce que je vais partir sur des itérations? Si je pars sur un cycle en V classique, quelles vont être les différentes étapes de mon projet et quels vont être les livrables en output de chacun de mes projets, ainsi de suite. On va se discipliner au niveau de chacun des projets. Au niveau 3, en fait, une fois que pour une organisation donnée, on a l'ensemble des projets qui sont disciplinés, donc qui ont pris l'habitude de décrire leur processus, de mettre en place les acteurs qui vont bien, et de suivre et de mesurer la performance de leur processus, on va mettre en place toute une série de pratiques pour homogénéiser l'ensemble de ces processus au niveau de l'organisation. C'est sûr que c'est beaucoup moins coûteux et c'est beaucoup plus efficace si, quand j'ai 4 projets analogues, au lieu que chacun des projets invente sa manière de travailler, si finalement c'est l'organisation qui porte les projets standards et qu'ensuite chacun des projets réutilise finalement les standards de l'organisation, de l'entreprise, pour pouvoir les adapter à son propre existant. Enfin, au niveau 4, on va pouvoir se dire, tiens, puisqu'au niveau de l'organisation, maintenant, je maîtrise la performance de mes processus, je suis capable de savoir que mes projets vont travailler de manière analogue, vont travailler à peu près de la même manière, je vais pouvoir prévoir statistiquement la performance de mon processus. Pour parler plus simplement, c'est le fait d'être capable de dire, typiquement, si je reprends l'exemple de la chaîne de voitures, je suis l'usine Toyota, je suis capable de dire que quelles que soient mes chaînes de production Toyota, je suis capable, d'une bêtise, de sortir une voiture en 3 heures. Ça, c'est parce que j'ai mis en place, je sais que quelles que soient mes chaînes de production partout dans le monde, ils travaillent de manière analogue et que par voie de conséquent, je sais que quelles que soient mes chaînes de production, lorsque je sors une Toyota Yaris, elle sort au bout de 3 heures. Revenu au monde de l'informatique, ça peut être aussi de dire, typiquement, lorsque je développe un logiciel, je sais, parce que mes projets travaillent de manière analogue et que j'ai mesuré ça dans le temps, que je vais avoir généralement entre 5 et 7 erreurs en phase de test pour 100 règles de gestion codées. Ça va être un indicateur de performance de mon processus. Et enfin, le niveau 5, qui est le niveau d'optimisation continue, c'est de dire, puisque maintenant je suis capable de prévoir la performance de mon processus, par exemple, je suis capable de savoir que pour mes projets informatiques, je produis entre 5 et 7 erreurs pour 100 règles de gestion, l'idée, c'est que je vais essayer de m'améliorer. Je vais essayer de descendre le taux d'erreur, par exemple, de 5 à 7, je vais essayer de le passer de 3 à 4, par exemple. Donc, mettre en place toute une série d'actions qui vont découler tout au long de ma DSI et par voie de conséquence tout au long des projets de ma DSI pour m'assurer que mon taux d'erreur, par exemple, diminue. Alors, juste quand même, avant de rentrer dans le détail de chacun des niveaux, ce qu'il faut quand même retenir à ce niveau-là, c'est que chaque niveau, finalement, de maturité repose sur le postulat que l'ensemble des assets mis en œuvre dans le niveau de maturité en dessous sont acquis. Par exemple, si je dis que je suis CMMI niveau 3 et donc je mets en place des process au niveau de l'organisation, ça nécessite forcément que l'ensemble des pratiques nécessaires à l'obtention du niveau 2 CMMI aient été mises en œuvre par mes projets. Alors, donc j'expliquais le niveau 1, le niveau initial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les processus ne sont pas au peu formalisés. On en a parlé un petit peu. Je donne l'exemple d'un nouvel arrivant sur un projet qui a du mal à trouver la documentation projet, qui a du mal à retrouver l'ensemble des livrables, a du mal à comprendre finalement comment le projet fonctionne, quelle est la comitologie du projet, etc. Typiquement, on est dans du niveau 1, ce qu'on appelle la culture du héros. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne veut pas dire forcément que les gens travaillent mal, mais ça veut dire qu'ils travaillent en tout cas de manière désorganisée, de manière commune désorganisée, et que donc la performance du projet nécessite souvent une implication forte et plus que nécessaire des acteurs projets pour veiller à la bonne marche du projet. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que les process qui sont mis en place
sont souvent abandonnés en période de crise ou de tension. Par exemple, moi, je suis au niveau 1, je suis chef de projet, mais je suis quand même bien attentionné. Typiquement, j'ai mon projet qui s'exécute et j'ai décidé que ben, une bonne pratique pour mon projet, ça pourrait être typiquement de mettre en place des daily meetings tous les matins. Donc, tous les matins, réunir mon équipe autour d'un tableau, debout, et d'expliquer à tour de rôle où est-ce qu'on en est de nos activités quotidiennes. Ça peut être une bonne pratique que je mets en place dans mon projet. Ça permet de donner de la visibilité à l'ensemble de mes acteurs projet. Super. Très souvent, lorsqu'on est au niveau 1, ces pratiques-là, eh ben, il pour peu qu'il y ait un coup de bourre, typiquement la direction qui nous dit ben, les budgets vont être coupés de 30%, et donc du coup, essayer de produire pour 30% de moins, ou au contraire, on a mal estimé les projets, donc finalement, vous n'allez pas livrer votre projet dans 3 mois, mais plutôt dans 3 semaines. Typiquement, le premier réflexe au niveau 1, c'est de dire ben, toutes les bonnes pratiques que j'ai mis en œuvre, comme ça, ben, on va toutes les abandonner, on va se focuser que ce qui nous permet de produire. Donc, les développeurs vont développer, la MOA va faire ses spécifications et toutes les pratiques comme les daily meetings et autres, on oublie, on laisse tomber, on verra ça plus tard. Au pire, on fera un point à la fin de la semaine pour voir où est-ce que chacun en est. Typiquement, ça, c'est du niveau 1. Et donc, comme j'expliquais, attention, le niveau 1, les produits et les services sont conçus, ils fonctionnent, ça ne veut pas dire que rien ne va pas. Par contre, ça nécessite, encore une fois, des efforts considérables qui font que très souvent, les budgets et les délais sont très souvent dépassés. Et là, si vous avez vu l'exemple du cycle en V que j'avais présenté en amont, lorsqu'on est au niveau 1, le cycle en V correspond à peu près à ça. Donc, on a une entrée, on a en sorti quelque chose qui fonctionne, et entre les deux, on a du mal à y voir clair. Le niveau 2, justement, on va essayer de mettre un peu de lumière et d'essayer de s'organiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les projets, d'abord, vont fonctionner avec des processus planifiés et exécutés selon les règles. Tout simplement, revenu à notre problématique, ça veut dire que moi, dans mes projets, je vais décrire un plan de projet qui va expliquer dans mon plan de projet comment on va s'organiser. Est-ce qu'on va travailler sur du cycle en V? Est-ce qu'on va partir sur des itérations agiles? Si on travaille sur des cycles en V, quelles sont les différentes étapes et quels sont les livrables que j'attends à l'intérieur des étapes? Qui va être en charge de ces livrables-là? Qui va faire office de maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'œuvre? Mais également, je vais mettre en place, une fois que j'ai décrit tout ça, et qu'en plus, tout ce que j'ai décrit dans mon plan de projet, je l'ai fait accepter et valider par l'ensemble de mes parties prenantes, c'est-à-dire d'abord par mon équipe projet, mais aussi par ma hiérarchie qui sont intéressés par mon projet, aussi par mes clients, parce qu'à un moment donné, si je demande à mes clients de valider des choses, il faut bien qu'ils sachent dans quel comité ils doivent intervenir pour valider ce que je vais produire. Et bien, que l'ensemble de ces choses, je vais mettre en place des indicateurs pour mesurer qu'au fur et à mesure que mon projet s'exécute, qu'il s'exécute conformément à ce que j'ai prévu dans mon plan. Et par voie de conséquence, comme je ne suis pas devin, si jamais il y a des écarts, je sois capable soit de réajuster le tir dans mon projet, soit c'est que mon plan était pas forcément bien cadré en amont, et dans ce cas, je vais faire une EV2 de mon plan que je vais redistribuer de manière à ce qu'on se situe bâtiment en phase entre la manière dont le projet s'exécute et la manière dont mon projet est décrit. Ça veut dire aussi que les participants du projet donc, sont compétents. Ici, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que je vais recruter que des seniors sur mon projet, ça n'a pas de sens. Par contre, ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un va rentrer dans mon projet, qu'il soit junior ou senior, je vais m'assurer que cette personne soit convenablement formée de manière à ce qu'elle ait les compétences adéquates pour pouvoir travailler sur quoi je vais la positionner. Je donne encore un Société Générale pour ne pas le nommer, sur la partie finance de marché. Très honnêtement, je ne connaissais rien à la finance de marché. Par contre, ce qui m'a beaucoup plu, qui a été très, très intéressant pour moi, c'est que très rapidement, j'ai été accompagné par le responsable projet métier qui m'a pris entre 4 murs et qui m'a expliqué comment fonctionne la finance de marché, quels sont les différents produits financiers, etc., de manière à non pas faire de moi un expert en finance de marché, mais au moins s'assurer que au sein de mon projet, je ne sois pas gêné dans les réunions lorsqu'on va me parler de tels produits financiers ou autres. Typiquement, c'est ce qu'on attend ici. Donc, les produits sont contrôlés aux jalons adéquats, on en a parlé, tout simplement par le biais de comités, de réunions qui vont permettre de valider tout simplement que les livrables, ou par le biais de revues aussi, permettent de valider que les livrables, typiquement les spécifications fonctionnelles par exemple, correspondent à ce qui a été attendu. Et enfin, donc les parties prenantes sont identifiées, participent au projet, on en a parlé. Et par contre, la pratique, ce qui est très important par rapport au niveau 1, c'est que les pratiques existantes sont maintenues même pendant la période de stress. Si j'avais identifié que faire des revues, c'est très important pour
mon projet, faire des revues ou faire des daily meetings tous les matins, ben, même en période de stress, même si on coupe mon budget de 30%, si on me dit qu'il faut produire pendant 3 semaines, je maintiens mes pratiques. Et là, on voit qu'à l'issue du niveau 2, donc, on a un process qui est beaucoup plus clair. Alors, il n'est pas totalement clair, mais au moins, on a une entrée, une sortie, on a des étapes qui sont identifiées et en plus, on a des points de contrôle qui sont identifiés. Ensuite, donc le niveau 3, rappelez-vous, c'est le fait de dire, à partir du moment où mes projets sont individuellement disciplinés, on va mettre en place une structure qui va piloter l'ensemble des process en standard, de manière à alléger cette notion de création de processus par le projet. On va l'apporter par l'organisation et les projets auront juste à récupérer ce qui les intéresse et mettre en œuvre. Typiquement, pour faire très simple, comment ça se passe généralement dans ces entreprises? Vous avez des équipes centrales, des équipes type équipe qualité, vous avez peut-être entendu d'équipe qualité centrale ou d'équipe PMO centrale. Ce sont des acteurs qui sont là pour décrire les livrables de la gestion de projet. Donc, ils vont définir un template de gestion de projet, ils vont définir un template de spécification, un template de cahier de recettes, etc., etc., etc. Ils vont aussi définir les pratiques, définir quelles sont les étapes projet, les comitologies projet qu'on va mettre en place. Ils vont aussi définir les indicateurs et ils vont accompagner les projets. Chaque responsable qualité de l'équipe qualité ou responsable PMO va avoir un portefeuille de projet et va accompagner les projets pour lui apprendre comment utiliser les standards de l'entreprise. Également, ils vont aussi donner des formations à la gestion de projet. Un autre exemple très rapide personnel, c'est que j'avais travaillé pour notre entité, en l'occurrence le Crédit Agricole, qui certes faisait appel à beaucoup de prestations, mais qui interdisait tout prestataire de piloter un projet tant qu'il n'avait pas suivi la formation interne en gestion de projet du Crédit Agricole, de manière à s'assurer que tous les chefs de projet aient au moins cette même vision Crédit Agricole de comment je pilote un projet, quels sont les livrables que je dois mettre en œuvre, quels sont les comités importants, etc., etc., etc. Donc ça, c'est géré par des équipes centrales. Alors vous allez me dire, moi, quand je suis le projet A, le projet B, il ne travaille pas forcément de la même manière que le projet A. Bien entendu. C'est pour ça que justement, chacun des projets, une fois que les process standards sont définis et décrits par ces équipes qualité centrale, chaque projet est accompagné avec ces équipes centrales pour s'assurer que dans le contexte du projet qui lui est propre, les process standards peuvent s'appliquer et s'il doit y avoir des dérogations ou des ajustements, on peut le faire de manière intelligente. Et bien entendu, ces équipes qualité vont aussi faire des revues régulières dans le projet pour s'assurer que les standards de l'organisation soient bien mis en place et tout au long du projet, même en période de stress. Typiquement, on a donc toujours nos entrées, nos sorties, on a toujours nos points de contrôle en sortie d'étape, mais maintenant, on commence à avoir de la visibilité, un peu plus de visibilité à l'intérieur de chacune des étapes avec des points de contrôle intermédiaires qui peuvent être des revues typiquement qualité par les équipes centrales. Le niveau 4, en fait, c'est le niveau où on est capable de dire que, puisque maintenant, les équipes travaillent de manière analogue, je reprends l'exemple de Toyota, je suis capable de dire que quelle que soit mes chaînes de production, mon processus va s'exécuter avec tel niveau de performance. Typiquement, je suis capable de sortir une Toyota Yaris en 3 heures. Alors, comment ça s'exécute? Ça veut dire d'abord que l'entreprise, en amont, elle a construit ce qu'on appelle une base de mesure. Et cette base de mesure, en fait, elle va regrouper quoi? Elle va historiser tous les projets de l'organisation et elle va historiser 2 choses. Toutes les informations qui vont concerner la planification du projet, au sens quel est le planning initial et quel est le budget initial que j'ai alloué à mon projet, quelle est la caractéristique de mon projet. En gros, est-ce que c'est un projet gros, moyen, petit? Est-ce que c'est un projet national ou international? Est-ce que mes équipes sont centralisées ou est-ce que j'ai travaillé avec des équipes décentralisées, déjà un peu partout dans le monde, etc. Donc, les caractéristiques projet et les prévisions de mon projet initial. Et puis ensuite, le projet va s'exécuter. Et alors, après, ça dépend de l'entreprise, soit à chaque étape, après l'étape de spec, après l'étape de déploiement, ainsi de suite, on va enregistrer où est-ce qu'on en est phase par phase du délai, du budget, etc. Ou soit, un minimum, en fin de projet, on va mesurer où est-ce que le projet a atterri en termes de budget, en termes de délai. Ce qui nous permet quoi dans le temps? Ça nous permet de mesurer justement, avec l'ensemble de projets qui s'exécutent de manière homogène, de pouvoir identifier sur un même processus
une borne min et une borne max d'exécution de processus. Typiquement, on va être capable de dire, c'est grâce à ça qu'on va être capable de dire, parce que j'ai toute une série d'historiques de projets qui sont exécutés, que je sais maintenant que lorsqu'un projet s'exécute chez moi, ben, ça me produit entre 5 et 7 erreurs pour 100 règles de gestion. Et donc, typiquement, on en revient à cela avec un processus qui est borné par les barres noires, borne min, borne max. Et si par hasard, il y a un projet qui sort des bornes, je suis capable de l'identifier et je suis surtout capable d'expliquer pourquoi le projet est sorti des performances habituelles de mon processus. Et enfin, au niveau 5, puisque maintenant je suis capable de mesurer la performance de mon processus, eh ben, je vais essayer de l'améliorer. C'est-à-dire, je vais prendre des décisions pour dire, ben, tiens, je sais que je produis entre 5 et 7 erreurs pour 100 règles de gestion. Ben, j'essaie de descendre le niveau à 3 erreurs pour 100 règles de gestion. À vous, équipe projet, à vous, équipe qualité centrale, d'identifier où est-ce que ça pêche dans le processus ou quelles sont les variables d'ajustement pour pouvoir atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Et très souvent, ce sont des décisions qui sont prises généralement par les DSI ou par des personnes haut placées au sein de l'organisation qui est concernée donc, par la mise en place du CMMI, qui prennent en place ces décisions et ensuite qui sont déclinées par l'ensemble des acteurs projets, l'ensemble des acteurs centraux, pour s'assurer qu'on arrive à améliorer justement la performance du processus. Donc, je parle d'erreurs, mais ça peut être d'erreurs réduites, ça peut être aussi travailler plus vite ou travailler pour des coûts plus réduits ou produire aussi de meilleure qualité. Alors, on a balayé l'ensemble des niveaux de maturité. Typiquement, si je rentre dans la vue du détaillé du modèle CMMI, aujourd'hui, en fait, vous avez ici, en fait, l'ensemble ce qu'on appelle des practice areas, donc l'ensemble des domaines de pratique du modèle CMMI. Ce qu'il faut dire, c'est que chaque ligne, en fait, correspond à une practice area. Ça veut dire que chaque ligne correspond finalement à un gros sac à l'intérieur duquel vous avez mis, à l'intérieur duquel on va mettre l'ensemble des bonnes pratiques qui se réfèrent au sac concerné. Typiquement, si je pars de bas en haut, implémentation et infrastructure, typiquement, à l'intérieur de cette practice area, on va retrouver l'ensemble des bonnes pratiques CMMI qui touchent à ce domaine, et ainsi de suite. Alors, dire maintenant, je souhaite être CMMI niveau 2, ça veut dire que j'ai mis en place l'ensemble des pratiques, alors j'espère que vous voyez bien, l'ensemble des pratiques qui sont en vert. Donc, et que pour chacune des practice areas, j'ai mis en place l'ensemble des sous-pratiques qu'elle contient, que je l'ai mise en œuvre. Et donc, à ce moment-là, lorsque je mets en œuvre l'ensemble de ces sous-pratiques, je peux effectivement essayer de me faire évaluer CMMI niveau 2. Si je veux faire évaluer CMMI niveau 3, en plus de ces pratiques en vert, il faut aussi que je mette en place l'ensemble des pratiques en bleu. Par contre, chose intéressante, lorsqu'on arrive au niveau 4, en fait, on est en train de dire qu'on ne va pas se focuser sur l'ensemble des 20 practice areas. On va se focuser sur certaines. Et pourquoi? C'est parce que de manière très intelligente, en fait, les acteurs qui ont conçu le modèle CMMI se sont dit, une fois que les processus sont gérés au niveau de l'organisation, bien entendu, on va essayer d'optimiser ces processus. Ceci étant dit, ça n'aurait pas de sens de prendre tous les processus de l'organisation. D'abord, ça serait énergivore, ça serait un coût très conséquent. Par contre, on va se focuser que sur certains domaines de processus qu'on va essayer d'améliorer. Donc, dans un premier temps, les process en orange pour essayer de les évaluer quantitativement et ensuite les process en rose pour les faire atteindre le niveau 5 et de mettre en place justement cette boucle d'amélioration continue. Mamadou, ouais. Une petite question d'Alexandre qui nous demande, qui se demande si on peut vraiment appliquer les dernières étapes au monde de l'informatique. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il arrive fréquemment de bloquer sur une feature au cours du développement. Donc, de ce fait, c'est difficile selon lui de prévoir des statistiques au vu de l'incertitude que ça représente. Ça paraît compromis selon lui. Absolument pas. Justement, rappelez-vous le niveau 4, justement, puisqu'on parle là, de prévoir la performance du processus au niveau 4, justement, le niveau 4, ça veut dire, voilà, mon projet, j'ai bloqué au niveau de certaines features, on va l'enregistrer. On va enregistrer toutes ces features, on va enregistrer tout ça. Et on va être capable de dire, effectivement, après, une fois qu'on est capable de mesurer la performance du processus, peut-être qu'on va se rendre compte, effectivement, que notre processus, il est certes mature parce qu'il est documenté, exécuté, etc., mais que par contre, il est largement perfectible parce qu'aujourd'hui, nos temps de blocage, nos temps de résolution de blocage sont justement très longs.
C'est justement pour ça qu'on va mettre en place après au niveau du niveau 5, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, par exemple, ce qu'on appelle de l'analyse causale, qui est de dire on va identifier les causes de pourquoi. Donc ça, c'est typiquement la pratique tout en haut là, de mon tableau, qui va être de dire pourquoi finalement je bloque autant sur une feature, quelles sont les routes causes. Et il y a toute une série de pratiques pour mettre en place ces analyses causales, identifier ces routes causes, les éliminer et donc faire en sorte que lorsque j'ai mettre la V2 de mon processus, ça sera un processus où on mettra moins de temps à bloquer sur la feature, par exemple. Mais absolument pas, bien au contraire. Ok, merci beaucoup. J'espère que ça répond à ta question, Alexandre. Tu peux poursuivre. Merci à Cécile qui va nous laisser. À une prochaine, Cécile. Avec plaisir. Merci beaucoup, Cécile. À une prochaine. Alors, une fois qu'on connaît maintenant le modèle CMMI, comment on le met en œuvre? Alors, premièrement, il y a deux choix de manière très rapide. Soit on cherche un niveau, on cherche à se faire certifier, on cherche à atteindre un niveau de maturité. On va prendre ce qu'on appelle la représentation étagée. C'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure avec les différents niveaux de maturité qui vont de 1 à 5. Et là, en fait, la voie entre guillemets la plus facile parce que là, on a chacun des niveaux et on va se faire évaluer pour le niveau qu'on souhaite. Je vais être CMMI niveau 3 par voie de conséquence. Ensuite, tout de suite, quelles sont les pratiques que je vais mettre en place? C'est toutes les pratiques qui sont dans le niveau 2 et le niveau 3. Par contre, parallèlement à ça, on peut se dire, tiens, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas obtenir un niveau de maturité, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que typiquement, si je reprends l'exemple cité tout à l'heure, c'est mais au niveau de l'ingénierie, je suis pas très bon. Gestion de projet, je suis plutôt pas mal. Je planifie plutôt bien mes process. Ma comitologie, c'est plutôt pas mal. On a été accompagné sur la mise en place de l'agilité, par exemple. On maîtrise très bien nos projets agiles. Par contre, typiquement, on bloque énormément sur des features. On a énormément d'allers-retours entre les équipes de dev, les équipes de spec. Et donc, par rapport à ça, moi, ce qui va m'intéresser, c'est pas mettre en place tout le modèle CMMI, mais me focuser que sur les pratiques, donc les domaines de pratique qui concernent l'ingénierie. Et donc, par rapport à ça, on va mettre en place ce qu'on appelle une représentation continue. Ça veut dire, en gros, en d'autres termes, de représentation à la carte. Si je reprends ici mon tableau, c'est de dire, au lieu de mettre en place les pratiques vertes puis les pratiques bleues, je vais piocher à l'intérieur les pratiques qui me concernent et qui vont me permettre de gagner très rapidement en maturité sur ma problématique que j'ai clairement identifiée. Alors, bien entendu, à ce niveau-là, par contre, je ne vais pas viser un niveau de maturité puisque j'ai fait une amélioration à la carte. Quoi qu'il en soit, lorsque j'ai choisi de mettre en place une démarche d'amélioration de processus, c'est un mec vous dit, vous n'allez pas partir à l'aventure n'importe comment, on va mettre en place ce que j'ai appelé la boucle idéale, en fait, qui est un peu la roue de Deming de manière un peu améliorée, qui permet de dire, on va le faire en fonction de plusieurs étapes que je vais décrire là, qui vont permettre de dire, lorsqu'on met en place une démarche MMI, avec cette roue de Deming améliorée, vous allez pouvoir améliorer vos processus. Typiquement, les étapes sont donc idéales pour initiating, donc initialiser, faire en place le diagnostic, planifier donc comment on va dérouler l'amélioration de processus, mettre en œuvre tout ce qu'on a identifié comme action d'amélioration et puis enfin tirer les enseignements. Donc, initialiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire définir le contexte. Typiquement, ça va être de dire, OK, je vais être certifié CMMI, mais est-ce que, par exemple, si je reprends l'exemple de Proxiad, est-ce que c'est tout Proxiad que je vais certifier CMMI? Est-ce que c'est que l'agence de Lille? Est-ce que c'est que l'agence de Bordeaux? Ainsi de suite. Donc, définir le contexte, les périmètres de l'étude, le champ et potentiellement les frontières avec d'autres projets. Et ça peut arriver fréquemment que, typiquement, en même temps qu'on met en place une démarche CMMI pour s'intéresser à la vie des projets, parallèlement à ça, une autre équipe met en place une démarche utile, typiquement pour améliorer le fonctionnement de la prod. Donc, il va falloir identifier les frontières avec d'autres projets et pas se marcher dessus. Bien entendu, on va définir l'organisation du programme, c'est-à-dire qui va participer au programme, quelles seront les parties prenantes du programme, quel sera le macro-planning, et chose très importante, on va mettre en place tout un langage commun au sein du projet pour s'assurer qu'on se comprend entre nous. Chose qui est importante dans tout projet, mais qui est vraiment très importante ici, on va identifier les sponsors. On va identifier les sponsors, pourquoi? Parce que ce sont eux. En fait, la réussite du projet va dépendre fortement de l'engagement des sponsors. Sur des projets comme ça, les sponsors sont très souvent sur le DSI, sur des personnes très haut placées. Et si elles ne sont pas convaincues par la démarche d'amélioration, très honnêtement, les équipes ne suivront jamais. Par contre, si elles sont convaincues, qu'elles donnent de là, qu'elles appuient l'équipe centrale qui va mettre en place des process améliorés, bien entendu, ça sera beaucoup plus facile à l'entreprise, aux utilisateurs d'appliquer ces process. Et enfin, on va construire une infrastructure projet, ça veut dire on va recruter un cabinet de conseil parce que généralement, lorsqu'on est une entreprise
comme Toyota, comme la BNP ou autres, on est focusé sur nos cœurs de métier. Ce n'est pas notre cœur de métier que de faire de l'amélioration de process. On va recruter un cabinet dont sa cœur de métier, c'est d'auditer le processus et de nous aider à nous améliorer. Et avec ça, on va constituer une équipe. Alors ça aussi, j'insiste, le fait qu'il y ait des internes et des externes, les externes qui viennent du cabinet de conseil, qui vont avoir ce regard neuf et avoir cette possibilité d'auditer les pratiques de l'entreprise. Et en même temps, lorsqu'il va falloir mettre en place des nouvelles pratiques, justement, cette équipe d'internes qui va être très importante, qui va dire attention, ce que vous mettez en œuvre là, il faut que ça corresponde à notre culture d'entreprise. Il ne faut pas que ça soit non plus complètement dissonant, complètement déconnant, sinon il y aura un rejet. Donc, cette mix entre interne et externe est vraiment très important. Et si on me pose la question de quel est le taux de dosage, c'est 50-50. Idéalement, 50% interne, 50% externe. Et généralement, les équipes d'amélioration de processus tournent en moyenne entre 8 et, autour d'une dizaine de personnes, généralement entre 8 et 12 personnes. Généralement. Après, ça dépend de la taille de l'entreprise, enfin de l'organisation qui est concernée. Ensuite, une fois que j'ai construit mon projet, je vais tout simplement faire un diagnostic. Donc là, je ne vais pas m'attarder des masses. L'idée, c'est tout simplement de dire, je reprends le modèle CMMI avec l'ensemble des pratiques que je vous ai présentées dans mon tableau tout à l'heure. Je vais prendre, que ce soit en représentation étagée ou contenu, en tout cas l'ensemble des domaines de pratique qui concernent mon projet. Et par rapport à ça, je vais identifier les projets de mon entreprise qui sont représentatifs de la vie de mon entreprise et je vais auditer l'ensemble des pratiques et pouvoir identifier les écarts entre ce qui est attendu par le modèle, en fonction du niveau de maturité visé, par exemple, si je prends la représentation étagée, et les pratiques du projet, les pratiques des projets. Et par rapport à ça, en fait, ça va permettre de dresser une cartographie de l'état actuel des pratiques et justement de pouvoir identifier de manière exhaustive et argumentée les forces et les faiblesses des processus existants et pouvoir identifier justement comment je vais les améliorer. Et ça, en fait, je vais en faire une première restitution. L'idée, systématiquement, sur des programmes comme ça, c'est toujours de donner de la visibilité aux acteurs projets, aux sponsors, et ainsi de suite. Alors, une fois que j'ai réalisé mon diagnostic et que je sais maintenant quels sont les écarts entre la performance de mon projet et les performances attendues, en tout cas le niveau attendu par le modèle CMMI, je vais pouvoir en fait structurer donc l'ensemble des points d'amélioration que j'ai identifiés en ce qu'on appelle des projets homogènes. Pour parler de manière très simple, ce qui m'est arrivé de mettre en place, typiquement pour une entreprise, donc du coup cette fois je ne dirai pas forcément le nom, c'est que typiquement lorsqu'on a amélioré les process de cette entité, on a identifié plusieurs domaines intéressants qui étaient donc la gestion des exigences, la partie conception-réalisation, la partie vérification-validation, tout ce qui est test et recettes, la partie pilotage de projet et puis la partie management des processus. Donc, typiquement, on a identifié toute une série d'actions d'amélioration qu'on a regroupées dans ces 5 projets d'amélioration. Et ensuite, l'idée, c'est que pour ces 5 projets d'amélioration, on a donc identifié quels étaient les acteurs internes et externes qui étaient capables de mettre en place des améliorations sur ces processus. On a identifié quelles étaient la charge, vraiment comme un projet classique d'ingénierie, quelles étaient la charge, quel allait être le calendrier de ces 5 programmes individuels d'amélioration, de ces 5 thématiques. Et par rapport à ça, en fait, pour s'assurer quand même que ces 5 thématiques fonctionnent de manière homogène, et ça aussi, c'est quelque chose de très important, on a recruté systématiquement un PMO, donc Project Management Office, qui est là pour s'assurer que les projets avancent, chacun des chantiers d'amélioration, mais qu'ils avancent de manière cohérente les uns avec les autres. Ensuite, donc, on a pu construire notre plan de travail, on a pu construire nos divers chantiers. On va tout simplement les mettre en œuvre. Ça veut dire quoi? C'est qu'on va identifier des projets pilotes. Et sur ces projets pilotes, on va mettre en œuvre donc on va mettre en œuvre les livrables qu'on aura construits. On va mettre en œuvre les nouveaux process. On va leur présenter. On va former l'ensemble des acteurs à ça. Donc, on va construire aussi des supports de formation et on va former les acteurs à ces nouveaux process, à ces nouveaux livrables. On va prendre en compte leur retour, savoir si finalement c'est facilement implémentable ou si finalement
c'est hyper compliqué, ça dénote de la culture d'entreprise et donc il faut revoir nos process. Et donc par rapport à tout ça, justement, on va continuer à maturer pour s'assurer que ce qu'on est en train de mettre en œuvre correspond finalement et sera facilement adaptable lorsqu'on va généraliser à l'ensemble des projets de l'entreprise. Donc, c'est un peu ce que j'ai dit en amont sur le slide précédent, c'est qu'au-delà effectivement de rédiger les supports de formation et former les gens, former les acteurs projets, on va aussi bien entendu modéliser les processus. À un moment donné, si on veut les améliorer, il faut bien les décrire, les modéliser, c'est-à-dire en faire une cartographie, en faire une modélisation, mais aussi décrire un petit peu le contenu du processus. Quels vont être les acteurs concernés par le processus, quelles vont être les étapes à l'intérieur du processus, ainsi de suite. Si on reprend nos exemples classiques de tout début de formation, ça va être par exemple redécrire, redessiner le cycle en V. Par exemple, peut-être merger deux étapes qui sont assez similaires, ou au contraire éclater deux autres étapes parce qu'on se rend compte que finalement c'est le flou artistique et qu'en les découpant on y voit plus clair. Donc typiquement modéliser le processus, ce sont ces actions-là. Et enfin, donc lorsqu'on va déployer au sein des projets pilotes, on va pouvoir ensuite redéployer un panel un peu plus large. Et après ce panel un peu plus large qui aura mis en place une nouvelle pratique, eh bien, on va, une fois qu'ils seront bien sûr appropriés ces pratiques-là, réaliser un nouveau diagnostic qui va nous permettre, bien sûr avec la même méthodologie qu'on a utilisée en amont, qui va nous permettre de mesurer justement le chemin parcouru, qui va nous permettre d'identifier en termes de cartographie des écarts si réellement c'est amélioré ou pas. Et encore une fois, on va restituer l'ensemble de ces résultats à l'ensemble des acteurs qui sont concernés par notre projet d'amélioration. Donc, toujours encore une fois, le sponsor, l'ensemble des acteurs du projet pilote, mais aussi l'ensemble des acteurs de la direction concernée, puisqu'à terme, tout le monde va être concerné par ces nouvelles pratiques. Et On t'a perdu, Mamadou, on ne t'entend plus. Aïe, Mamadou m'envoie un message, il a eu une coupure de courant. Alors, c'est pas grave, on va trouver une solution. Laurent, est-ce que tu peux peut-être nous dépanner? Je crois que tu as le support, je réactive ton micro. Laurent, tu es avec nous? Ouais, je suis là, ouais. Bah, je peux. Super. Bah, si tu peux nous remettre le slide où on était. Je ne sais pas si certaines des questions, on en parle peut-être avant que Mamadou revienne. Il redémarre tout. Il y a une coupure de courant dans tout son appartement. Il fallait que ça arrive en plein milieu de la présentation. Allez, je vais partager mon écran si vous le voulez, puis on va essayer de continuer ensemble en attendant Mamadou. Par contre, je ne sais pas. Ouais, il faut. Vincent, il faut que tu coupes l'écran de Mamadou. Tu vas pouvoir faire ça. Hop là. Normalement, tu es animateur, tu devrais pouvoir partager ton écran. Ça partage, oui. Voilà, on y est. Cet écran 2, partager. Vous voyez mon écran? Oui, on voit ton écran, je pense. Okay, bon, bah, c'est bien le tien. Je reste comme ça. On était... C'est bien le tien. Mamadou va essayer de nous rejoindre par téléphone pour poursuivre. Ok. Ok, on est arrivé sur ce idéal là ici pour tirer les enseignements du learning, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises? Ouais. C'est ça. La
La remarque de Paul, ouais, on dira ça, ouais, c'est quelqu'un, un intrus qui est venu prendre le PC. Essayer de se connecter pour Du CMMI, je pense qu'effectivement, c'est la dernière lettre de l'idéal, hein, qui est l'un des points aussi importants. Et effectivement, pour toute validation et toute certification. Mamadou, tu es là. Je vais réactiver son micro dès que je peux. Il se connecte. Ce sont les aléas du direct. Bon, ça arrive. Ton micro, Mamadou, tu es en mute. Oui, pour le coup, ça vient de chez lui. Ou non, tu peux peut-être en appuyant sur c'est toi l'animateur, Laurent, tu dois pouvoir lui réactiver son micro. Et tout à fait. C'est bon. Mamadou, tu es là. Allez, go. Tu dois avoir mon écran, Mamadou, si je dis pas de bêtises. Ouais, super. Mais sinon, je peux repartager le mien. Hein. Je repartage le mien. Ça te dérange pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Je te renomme animateur. Tu peux désormais repartager ton écran. Merci beaucoup. Allez, hop, je repartage mon écran. Désolé, je ne sais pas pourquoi, j'ai une coupure générale chez moi. Il y a du direct. Alors, je reprends. Et on va avancer très, très vite. Tac, 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 tac. Et donc, on en était ici. Donc, j'ai expliqué que deux choix peuvent se passer lorsque on a fini de mettre en œuvre le modèle et qu'on s'est fait auditer donc une seconde fois pour mesurer le chemin parcouru. C'est que soit effectivement, on va se rendre compte qu'il reste encore des points à combler, ce qui peut arriver, auquel cas, effectivement, on va proposer une nouvelle série d'actions pour combler le différentiel. Et puis, on va aussi proposer des actions pour pérenniser les processus qui, eux, sont cohérents et fonctionnent comme prévu. Ou inversement, les processus requis sont totalement atteints, auquel cas on va proposer des actions pour pérenniser encore une fois les processus qu'on vient de mettre en œuvre. Mais parallèlement à ça, on va aussi proposer des actions pour améliorer nos process, puisqu'on est dans finalement une boucle d'amélioration continue. En quelques mots, comme j'expliquais, donc je vous ai présenté le modèle CMMI, je vous ai expliqué au travers du modèle idéal comment on peut le mettre en œuvre. Lorsqu'on cherche une évaluation officielle du modèle CMMI, on peut aussi mettre en place cette fameuse méthode d'évaluation cette fois. Donc, la méthode SCOMPI pour Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement, donc méthode CMMI d'évaluation des processus. Alors, de manière très simple et en quelques mots, l'évaluation, en fait, reprenons chacune des pratiques que je vous ai présentées dans mon tableau en amont là, avec les différents niveaux de maturité. Dire, je vais être audité CMMI niveau 2, ça veut dire que pour chacune des domaines de pratique, comme j'expliquais précédemment, on va devoir mettre en place chacune des sous-pratiques qui sont contenues par la practice area. Et en termes d'évaluation, en fait, pour chacune de ces sous-pratiques, et chacun des projets donc audités, on va chercher trois choses. On va chercher une preuve directe, une preuve indirecte et une affirmation. Typiquement, si je prends un exemple de dire, moi, à chaque fois que je lance des projets dans mon organisation, je ne lance aucun projet sans que mon plan de projet ait été validé. La preuve directe, ça va être justement le plan de projet avec la validation. La preuve indirecte, ça va être par exemple un compte-rendu de réunion ou tout simplement un agenda à l'intérieur desquels il y aura une réunion qui va parler, où l'ordre du jour sera validation du plan de projet. Et enfin, une affirmation, parce que l'évaluation ne va pas se reposer que sur les documents que les projets vont livrer. Ça va être aussi des interviews. Les acteurs du projet que je vais interviewer vont me dire, effectivement, moi, effectivement, j'ai conçu le plan de projet, ou sinon, j'ai validé le plan de projet, ou on m'a présenté le plan de projet lors d'une réunion de validation. Donc, pour qu'une pratique soit considérée comme totalement couverte, il faut systématiquement qu'il y ait à minima une preuve directe, une preuve indirecte et une affirmation. C'est l'exemple que je prenais tout à l'heure. Au niveau de la gestion des exigences, il y a obtenir l'engagement des exigences, qui est une des pratiques du modèle CMMI. Donc, la preuve directe, ça va être une liste d'exigences validées ou un support de comité de validation.
La preuve indirecte, ça va être un compte rendu de réunion qui parlait de cette fameuse validation d'exigence. Et enfin, une affirmation. L'acteur projet dit, moi, dans mon projet, les exigences ont été validées dans tel comité. Alors, chose que je n'ai pas dit là, avant d'aller plus loin, quelques chiffres quand même. C'est que, en gros, les questions qui reviennent assez régulièrement, c'est OK, une fois qu'on sait tout ça, combien ça coûte de mettre en place un programme CMMI? En fait, en moyenne, ce qui a été constaté par le terrain, c'est que en moyenne, le coût d'implémentation d'un programme coûte entre 3 à 10% du budget de l'ensemble des projets qui sont concernés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous prenez la somme de l'ensemble des budgets de tous les projets concernés, vous ponctionnez entre 3 et 10%, et avec ça, vous allez payer donc votre équipe projet, votre équipe d'amélioration de processus qui va être en charge de mettre en place les pratiques et les process et d'accompagner l'ensemble des acteurs projets et de s'assurer qu'on puisse ensuite passer l'évaluation. De manière très simple, pourquoi 3 à 10%? C'est qu'en fonction de l'investissement que vous mettez, l'amélioration sera soit lente, si on ne met que 3% ou moins, l'amélioration sera être très très lente. Et par contre, inversement, si on met 10% ou plus, l'amélioration va être très rapide, voire risque d'être agressive et du coup un peu mal perçue par les acteurs projets qui vont voir finalement leur manière de travailler évoluer constamment. Donc, une fois qu'on est entre 3 et 10%, les bonnes moyennes, c'est plutôt entre 5 et 6% pour avoir une amélioration homogène et continue. Enfin, la durée d'un programme d'amélioration, vraiment très rapide aussi. Lorsqu'on souhaite mettre un programme d'amélioration, il faut savoir que pour passer du niveau 1 au niveau 2, en moyenne, ce qui a été constaté, c'est que ça coûte en moyenne 19 mois, ce qui est donc assez long. Pour passer du niveau 2 au niveau 3, donc pour que l'ensemble des pratiques soient portées par l'organisation, ça coûte en moyenne à peu près 20 mois. Pour passer du niveau 3 au niveau 4, 25 mois. Et pour passer du niveau 4 au niveau 5, 13 mois. Donc, quand même, il faut savoir que ces process, mettre en place une démarche CMMI peut être assez long, finalement. Alors, pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est vrai qu'en 1 heure, je n'ai pas eu le loisir, plus avec la coupure, d'aller très profondément de chacune des étapes du modèle. Je vous ai quand même mis un lien, on prendra soin de vous envoyer la formation vers le modèle à télécharger ici. Et je vous ai donné 3 bouquins de référence qui sont très bien faits, qui vulgarisent le modèle CMMI. Alors, volontairement, aujourd'hui, c'est le modèle V1.3, alors que je vous ai expliqué qu'on était à la V2. C'est qu'à ce jour, la V2 étant sortie il y a à peine 2 ans, il n'y a pas encore de bouquin encore à ce jour assez éprouvé et que je jugeais assez intéressant pour vous présenter directement des modèles niveau 2. Et pour le lien, c'est aussi le modèle V1.3, mais ça ne va pas changer grand-chose par rapport au niveau 2. La seule différence, c'est que le lien que je vous ai mis, il est gratuit. Vous pouvez télécharger le modèle et l'appliquer ou en discuter dans son ensemble. Par contre, si vous voulez télécharger le modèle au niveau 2, il est payant. Il coûte quand même quelques centaines d'euros. Et donc, du coup, je préfère vous mettre la version gratuite. Je vous remercie. Encore une fois, vraiment désolé pour la coupure. Je vous remercie pour toute votre attention. Et bien entendu, je prends le temps de répondre à vos questions. Alors là, je désactive les micros. Allô Mamadou, ouais, merci de m'avoir rallumé. Merci beaucoup Mamadou d'avoir tenu le timing. Effectivement, c'est un exercice qui n'est pas évident de tenir en 1 heure. Merci à tous ceux qui ont été là. On n'a perdu personne pendant la coupure. Merci beaucoup d'être restés. C'est super sympa. Et donc n'hésitez pas, si on a certains qui veulent poser la question, on peut aussi réactiver les micros pour discuter tous ensemble. Je ne sais pas si certains veulent se manifester à travers le chat. Alors, tu as plusieurs merci. Alors, il y avait une petite question quand même de Élise Cassa qui nous demandait est-ce qu'il y avait quelques exemples du réalisé / prévu et du coup, par voie de conséquence, des écarts? Est-ce que tu as des exemples à donner? Oui, tout à fait. Typiquement, je vais reprendre l'exemple parce que c'est une entité qu'on a accompagnée, donc qui était BNP Personal Finance. Donc, qui était la partie. Alors, BNP Personal Finance, c'est la partie qui gère les crédits au sein de la BNP. Donc, vous avez 2 entités, la partie crédit conso que vous connaissez tous avec le CTLM et la partie crédit IMO que vous connaissez peut-être un peu moins. Et donc, sur la partie crédit IMO, ils ont été certifiés CMMI niveau 4 et à
ce jour, ils étaient capables de prévoir entre le prévu versus le réalisé sur l'exécution de leur projet, un écart max de 2 semaines. C'est-à-dire que s'ils disaient que leur projet, tout projet qui se lançait, s'ils disaient qu'il allait se terminer une bêtise, le 31 mai, eh ben, en fait, à plus ou moins 2 semaines d'écart, le projet est terminé pile poil dans les clous. Donc, ça est terminé soit une semaine avant, soit une semaine après. Et c'était pour l'ensemble des projets. Eh bien, merci. Yves, j'espère que ça répond à ta question, parce que c'était Yves derrière ce pseudo, on aurait dû s'en douter. Il est revenu la semaine dernière Oui. sur la thématique des réunions. Merci, effectivement, on n'était pas sûr. Merci beaucoup. Une petite question, Mamadou. Oui. Je pense qu'on en avait rapidement échangé tout à l'heure. Le temps pour être certifié aujourd'hui, si je veux certifier mon centre de service en CMMI niveau 2, combien de temps ça me prend pour me mettre en place et avoir cette certif? Mais aujourd'hui, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, très bonne question, Laurent, je te remercie. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que vous faites certifier partout dans le monde, toutes les démarches de certification en fait, remontent donc au CMM Institute, qui est anciennement appelé le SEI. Donc, par rapport à ça, on a des mesures qui sont très claires. Aujourd'hui, en fait, pour les plus rapides qui démarrent de rien et veulent passer le niveau 2, c'est 13 mois, donc à peine un peu plus d'1 an. Pour les beaucoup plus longs, ça va jusqu'à 40 mois. Et la médiane, quand même, donc la ligne à l'intérieur à partir de laquelle 50% sont en dessous et 50% sont au-dessus, c'est 19 mois. Donc, de manière médiane, pour mettre en place du CMMI au sein de votre organisation, en médiane, ça sera 19 mois. Ok, merci. J'ai noté mon challenge pour cette année. Alors, une année, ça fait 12 mois, on le rappelle à Laurent. Hein. Merci. Ouais, non, mais j'ai En pas fait, peur. Moi, j'ai pas peur. Même pas peur, j'irai. Ok, est-ce qu'on a d'autres questions? Moi, j'ai pris un petit peu en cours, je travaillais. En fait, et la certif, elle apporte quoi, en fait, la certif CMMI? Qu'est-ce qu'elle me fait gagner, mon entreprise? En fait, la certif CMMI, elle permet de t'assurer que, en fonction du niveau de certif que tu as visé, bien sûr, elle permet de t'assurer que les projets qui font partie donc, du périmètre qui a été certifié travaillent de manière plus efficace. Ça veut dire quoi? Qu'ils travaillent soit pour moins cher avec les mêmes inputs et du coup les mêmes outputs, soit qui travaillent beaucoup plus vite, soit qui travaillent avec de la meilleure qualité. Typiquement, je donnais l'exemple de la BNP, d'une entité de la BNP qui était capable de prévoir la performance de ses processus de gestion de projet en disant, moi, quel que soit le projet que j'exécute, je sais que je ne vais pas dépasser 2 semaines entre mon prévu et mon réalisé. Et c'est parce qu'ils ont mis des démarches. Pas un gage de confiance aussi. Aussi. Effectivement, à tel niveau. C'est ça, tu as totalement raison. Il faut savoir initialement que le modèle, effectivement, l'origine du modèle, c'était quand même pour évaluer la maturité des fournisseurs. Donc, effectivement, dire qu'on est à un certain niveau de maturité et l'afficher, ça, on sait, au travers du laps de temps que je vous ai indiqué tout à l'heure, le temps que ça prend pour utiliser ce niveau de maturité. Donc, ça donne un gage aussi vis-à-vis de ses clients sur notre capacité justement à pouvoir délivrer nos produits avec un certain niveau de qualité minimum attendu. Effectivement, c'est un gage de qualité très fort. Ok, on a Paul qui lève la main. Alors, pour Paul et pour tous les autres qui souhaiteraient intervenir, vous pouvez réactiver vos micros. Juste, si certains doivent nous quitter avant de partir, n'hésitez pas à nous marquer dans le chat si vous avez une préférence sur l'horaire. On a avancé un petit peu cette semaine à 17h30. Est-ce que vous préféreriez plutôt 18h comme c'était le cas avant ou qu'on maintienne ça? N'hésitez pas à le noter avant de partir. Et Paul, je crois que tu avais une question. Du coup, n'hésite pas à réactiver ton micro. Ouais, j'avais une question. Bonjour, Mamadou. Bonjour. Moi, c'était plutôt quelle est la demande client par rapport à ça? C'est-à-dire que est-ce que Mamadou, tu es à Bordeaux, mais est-ce que, par exemple, sur Bordeaux ou dans d'autres sites, la demande est forte cliente d'avoir des personnes certifiées ou des entités certifiées CCMI, ou est-ce que c'est un peu comme ITIL, c'est-à-dire que les gens ne demandent pas, mais par contre, c'est apprécié quand on leur propose des personnes certifiées ITIL, quoi. Très bonne question. En fait, alors juste pour répondre, ce n'est pas les gens qui sont certifiés, ce sont les organisations qui sont certifiées. Oui, c'est pour ça que j'ai dit organisation. Et en fait, il faut savoir qu'effectivement, le CMMI, en fait, en tout cas en France,
elle le vend en poupe depuis le début des années 2000, on va dire jusqu'à peu près 2013-2014, pour laisser après la place peut-être à du Lean ou à de l'Agile. Et effectivement, c'est implémenté dans beaucoup de très grosses DSI, que ce soit des DSI bancaires, que ce soit aussi des organisations d'État, que ce soit aussi des entreprises dans l'industrie, etc. Donc, il y a énormément de vagues d'entreprises qui se sont lancées dans des programmes d'amélioration de processus pour être totalement transparent avec l'auditoire, avec plus ou moins de succès. Certains qui ont obtenu leur niveau de maturité, qui ont amélioré leur process, d'autres qui se sont un peu mélanger les pinceaux. Voilà. Mais globalement, effectivement, il y a une demande très, très forte d'améliorer les processus. Aujourd'hui, justement, j'ai justement voulu vous en parler parce que c'est un modèle qui est assez complet. Il y a le modèle en lui-même, il y a comment on le met en place avec le modèle idéal et il y a comment on s'évalue avec la méthodologie Scampi. Et du coup, c'est quelque chose qui est un peu, entre guillemets, mis de côté. C'est que ce que je constate au profit de modèles type agile, type Certif Pinbox, par exemple, et autres. Alors que c'est quelque chose qui, à mon sens, pour moi, a toujours mérite d'exister au sein des entreprises. Donc, en gros, pour répondre de manière plus synthétique, il n'y a qu'une heure de très grande gloire jusqu'à 2014-2015. C'est vrai que maintenant, alors, les entreprises qui ont déjà mis en place la démarche, ils ne sont pas abandonnés, ils continuent, mais des nouvelles demandes, c'est un peu plus rare, c'est vrai. Ok, merci Mamadou. Je t'en prie. Merci Mamadou. Est-ce qu'on a d'autres questions? Écoute, a priori, on n'a pas énormément d'autres questions. Mais encore une fois, merci à tous d'avoir suivi aujourd'hui. Comme d'habitude, on vous mettra le support à dispo. N'hésitez pas à nous mettre un petit mot, ou un commentaire ou un message pour nous indiquer votre préférence sur l'horaire. Et puis, j'espère à très bientôt, et notamment la semaine prochaine pour une présentation consacrée à l'univers du Big Data. Merci encore une fois Mamadou d'avoir géré Merci le Mamadou, timing bravo. malgré les Merci soucis et techniques. vraiment merci à l'ensemble de l'auditoire. Encore une fois, désolé pour les problématiques techniques, mais j'espère que vous aurez du coup appris ou approfondi vos connaissances en une heure sur le modèle.